concocté par Binge Audio. Comme Mad Max 2 était une suite sous stéroïdes de Mad Max, comme Terminator 2 était une version branchée sur 10 000 volts du premier, comme Rambo 2 était une mutation dégénérée et un poil débilitante de Rambo 1, le second mandat de Donald Trump ne ressemble pas vraiment au premier. Certes, on y retrouve le mauvais goût, la sensation d'absurdité et l'effroyable médiocrité de la version initiale. Mais les choses vont beaucoup plus loin. La faute notamment à l'entourage du président américain. Car désormais, au lieu des néo-réactionnaires de l'alt-right de la fin des années 2010 qui peuplaient son état-major, il est entouré d'une armada d'émissaires de la Silicon Valley, des entrepreneurs, des activistes de la tech qui ont pris fait et cause pour Trump et ont décidé d'injecter dans son autoritarisme bordélique leur fantasme fascisant d'une Amérique régie par le génie technologique. Outre le très visible Elon Musk, qui n'est plus trop le bienvenu à la Maison-Blanche, ils sont quelques autres, plus discrets mais très influents, à peser sur les destinées de ce qui fut longtemps la première démocratie mondiale. Alors qui sont ces technofascistes ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Ce mot, technofasciste, je l'emprunte au sous-titre d'un livre, Apocalypse Nerds, comment les technofascistes ont pris le pouvoir. Un livre paru en 2025 aux éditions Divergence, co-signé par les journalistes Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet, ce dernier étant mon invité. Et j'ai commencé par demander à Olivier ce que recouvrait justement ce terme de technofasciste. Évidemment, le technofascisme, quand on dit technofascisme, fascisme, on arrive en terrain un peu miné. Je pense qu'il y a des débats d'historiens, je pense qu'il y a certains, en nous lisant, s'arracheraient les cheveux en disant que voilà, le fascisme est une catégorie politique qui leur appartient. Mais alors, le problème, c'est que si on a cette acception du fascisme, c'est qu'on se dit que le fascisme est un objet inerte, uniquement étudié par les historiens, et que donc il n'y a pas de déjà là fasciste au XXIe siècle, dans le monde dans lequel on vit en 2025. Et je m'inscris plutôt en faux par rapport à ça. Donc l'idée, c'était déjà quand même de se dire qu'on prend ce terme avec les précautions qui s'imposent, mais qu'on retrouve dans le mouvement, ou les mouvements plutôt d'ailleurs, qu'on observe, des invariants des fascismes historiques. Alors il y en a qui sont très évidents, le culte du chef notamment, voilà, bon, ça apparaît de manière assez nette. Mais à côté de ça, on retrouve aussi des choses qui, dans les grilles d'analyse de certains historiens, je pense à Zev Sternel, je pense à Roger Griffin, qui ont des acceptions un peu plus larges du fascisme, qui est pas un fascisme restrictif, borné entre Mussolini et Hitler. Parmi ces invariants, on peut, par exemple, alors déjà identifier qu'on est face à quelque chose qui est un mouvement contre-révolutionnaire, qui est quand même là aussi une caractéristique des fascismes, une contre-révolution qui a pour ennemi la modernité politique et qui mobilise les outils de la modernité technologique. Ce qui a été le cas de certains fascismes historiques au XXe siècle. Le nazisme, il y a un excellent livre de Jeffrey Ear qui est publié dans les années 80 qui s'appelle « Le modernisme réactionnaire », qui évoque cette fascination qu'avaient les nazis pour la technique et en même temps leur opposition farouche, leur détestation de la modernité politique. Donc ça, c'est le premier élément. On pourra en avoir un deuxième qui est la régénération d'une communauté, d'un corps national par un processus de purification, ce que Griffin appelle la palingénésie, le retour à la vie. Et là, pareil, on le retrouve. Alors, et ça, on le retrouve même jusque dans l'administration Trump, puisque suffit de réécouter, par exemple, les déclarations d'un J.D. Vance ou d'un Stephen Miller après l'assassinat de Charlie Kirk. On était vraiment avec citation de la Bible à l'appui, etc. Donc on était vraiment là-dedans. Donc ça, c'est les invariants. Ensuite, la dimension techno, alors recouvre deux aspects, c'est-à-dire que à la fois, nous, on pense que le technofascisme, c'est une architecture du pouvoir. On aura l'occasion de donner des exemples. Un mode de circulation des idées, j'aurai aussi l'occasion de donner des exemples. Et ce qui amène aussi la dimension techno, c'est que comme on parle beaucoup des États-Unis, c'est un peu le point de départ du livre et tout rayonne ou ruisselle à partir de là, c'est qu'on retrouve aussi dans ce technofascisme des ingrédients qui sont
purement, on va dire, endogène aux États-Unis. Et je pense notamment aux évolutions de la pensée libertarienne. Et un libertarianisme autoritaire, ou un paléo-libertarianisme, ou un fusionnisme, comme l'ont appelé certains dans les années 80-90, où le centre de gravité de la pensée libertarienne, donc cette idée que c'est la liberté du marché, mais aussi la défense des libertés individuelles, l'individu au centre de tout, et puis un rôle très minimal pour l'État, qui est le qualificatif qu'on a apposé sur à peu près tous les patrons de la Silicon Valley, où on se disait, voilà, ils sont libertariens. Mais comme c'est une tradition politique qui est très éloignée, on n'a pas de force politique libertarienne vraiment en France, ni même en Europe, là où ça reste quand même si c'est un peu résiduel, ça existe bien davantage aux États-Unis. Et ces patrons qui étaient d'une obédience libertarienne ont en fait progressivement adhéré à cette mutation très réactionnaire de la pensée libertarienne, où ils ont gardé l'ordre spontané du marché, mais ils ont complètement éliminé la défense des libertés, puisque dans l'organisation libertarienne autoritaire, ou paléo-libertarienne, c'est qu'on expulse physiquement de la communauté libertarienne, pour réaliser le projet libertarien, tous les individus qui ne vivent pas comme nous et sont différents de nous. Donc les étrangers, la gauche, les femmes, enfin voilà, toutes les catégories qui, par les temps qui courent, sont quand même un peu quotidiennement désignées comme des ennemis. Là où ça peut paraître surprenant pour un œil non averti, c'est que cette idée de technofascisme, elle vient se heurter très fort, et d'ailleurs toute cette séquence Trump qui s'est ouverte depuis sa réélection, elle vient se heurter très fort à l'image qu'on peut avoir depuis l'Europe de ce qu'est la réalité, notamment de la Silicon Valley et de ces espaces dédiés justement à la technologie, donc forcément tournés vers le progrès, et qui dit progrès dit aussi progrès social. Je pense qu'on a un peu vécu dans une parenthèse historique qui est allée grosso modo des autoroutes de l'information d'Al Gore jusqu'au printemps arabe, l'époque où, en gros, c'était Google qui faisait la doctrine du département d'État américain sous Hillary Clinton, où il y avait des allers-retours permanents, public-privé. Enfin, vraiment, il y avait d'ailleurs, ça posait problème. Ça pose tout un tas de questions. L'appariement comme ça entre l'administration et une grande entreprise privée qui était Google. Et dans cette parenthèse de l'histoire, où il y a eu les mandats Obama, il faut se rappeler ce qu'a été la campagne Obama, et les promesses de ces grandes entreprises de la tech. On peut prendre un Zuckerberg. Zuckerberg, c'est un assez bon exemple. C'est un bon baromètre. C'est pas quelqu'un qui soit on peut pas dire qu'il ait une colonne vertébrale idéologique très très forte. Il est devenu milliardaire sur la promesse de connecter le monde, voilà. Et donc l'idée qu'on va faire du monde un endroit plus agréable à vivre. Donc parfois on l'a rendu responsable. Voilà, on disait par exemple le rôle joué par les réseaux sociaux, dont Facebook, dont les printemps arabes. On a parfois surestimé ce rôle-là, et on a un peu oublié, dans le cas d'un Zuckerberg, que c'est quand même un type qui a créé un système de notation des filles de son campus depuis sa chambre d'étudiant. Ce qui quand même, dès le départ, devait nous donner quelques indications sur, là aussi, des invariants de ces mouvements-là, notamment je pense au masculinisme, qui ont toujours été présents. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est par aveuglement, fainéantise, ou par le fait qu'on ait des forces politiques chez nous qui ont aussi énormément adhéré à ces discours sur le progrès technologique, parce qu'on a vu que on a imaginé que ce serait le relais de croissance formidable et qu'il suffisait de faire en Europe des Facebook et des Google bien de chez nous. Et du coup, on a un peu oublié l'histoire plus longue. Et quand on se repenche dans cette histoire plus longue, alors on n'est pas le seul à le faire, je pense qu'il y a notamment eu un très bon petit bouquin publié au Seuil, un libelle, donc un petit format, de l'historienne Sylvie Laurent, qui s'appelle La contre-révolution californienne, et qui remonte, pareil, assez loin. Et on peut remonter, par exemple, un assez bon exemple, je trouve, c'est le fondateur de l'université de Stanford. Donc Stanford, au lieu de production et de reproduction des élites de la Silicon Valley, puisque par proximité géographique, on est au cœur de cette Silicon Valley, on est à quelques centaines de mètres de certains sièges des entreprises les plus puissantes de la planète. Et en fait, Leland Stanford, c'était un eugéniste convaincu. Si on prend quelqu'un comme William Shockley, qui est co-inventeur du transistor, donc une invention cruciale dans l'histoire de la Silicon Valley, il n'y aurait pas eu la Silicon Valley telle qu'on la connaît s'il n'y avait pas eu cette invention-là. William Shockley, il s'est radicalisé au fil des années, c'était un raciste dernier degré qui pensait qu'il fallait, parce que non seulement qu'il y avait une hiérarchie biologique des intelligences, mais il pensait aussi qu'il fallait indemniser les personnes noires pour qu'elles se fassent stériliser. Donc on est quand même à des niveaux
radicalité conservatrice ou réactionnaire qui sont assez élevés. On a un peu oublié cette histoire-là. On a aussi oublié ce qui s'est passé avec Reagan dans les années 80, parce que la Californie, c'était aussi l'État de Ronald Reagan, et où on a vu, là aussi, des intérêts dans la Silicon Valley qui se mariaient très très bien avec l'agenda de Reagan. Donc, quand on regarde dans cette histoire longue, on se rend compte que ce mythe de la Silicon Valley progressiste, peut-être que on a eu un mirage pendant quelques années où on a pensé que, mais en fait, en réalité, c'est un lieu et c'est un espace politique qui a toujours été traversé par des idées qui, aujourd'hui, sont le carburant principal des pensées réactionnaires qu'on essaie de décrire. Et des personnalités qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur, une amplitude bien plus importante et qui, en fait, dès le début, étaient déjà très importantes dans cet écosystème-là. Je pense à quelqu'un comme Peter Thiel, par exemple, dont il est souvent fait mention dans le livre. Alors, c'est pas le plus connu des grands patrons de la Silicon Valley. Il y a des raisons à ça d'ailleurs. C'est pas Zuckerberg, c'est pas Steve Jobs, voilà. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement important à la fois d'un point de vue financier, d'investissement, business angel. Il a poussé beaucoup de sociétés, mais c'est aussi surtout quelqu'un de très important du point de vue de l'idéologie. Ouais, tout à fait. Peter Thiel, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement la personnalité du monde de la tech américaine la plus influente. Je trouve qu'il est bien plus influent qu'un Elon Musk, quand bien même il est beaucoup moins riche que lui. C'est-à-dire que dans le classement des milliardaires, il est à une modeste 100e place. Alors il vit très bien, on ne va pas s'inquiéter pour lui, mais il n'a pas cette puissance de frappe qu'ont des Musk, des Zuckerberg, etc. En revanche, il a longtemps eu une position très minoritaire. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était l'argentier conservateur de la Silicon Valley. Il faut rappeler un peu son parcours. C'est-à-dire que Peter Thiel, dès ses heures d'étudiant à Stanford, il est déjà positionné intellectuellement où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu une épiphanie tardive. Il a toujours été, quand il était étudiant à Stanford, il éditait un journal qui s'appelle The Stanford Review, et il a co-signé, dès le milieu des années 90, un livre qui s'appelait Le mythe de la diversité, avec quelqu'un qui s'appelle David Sacks, qui est un proche d'Elon Musk, qui est sud-africain, comme Elon Musk. Il y a peut-être aussi quelque chose à creuser autour d'enfance passée dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ce qui est aussi le cas de Peter Thiel. Et David Sacks, qui aujourd'hui est le monsieur crypto et IA de la Maison-Blanche. Donc on voit aussi la pénétration de ces joyeux personnages au cœur même de l'administration. Et donc le mythe de la diversité, en 95, ça a annoncé là un peu la couleur. Et ensuite, tous les investissements de Peter Thiel peuvent et doivent être lus comme des matérialisations d'un manifeste politique. C'est-à-dire que sa première aventure entrepreneuriale, c'est PayPal, avec Elon Musk d'ailleurs. Et l'idée, c'est déjà une première tentative de sécession, en l'occurrence du système monétaire mondial, en créant cette société qui va contribuer à le rendre riche. Ensuite, il investit dans Facebook, c'est le premier investisseur extérieur de Facebook, et c'est là où, effectivement, Peter Thiel, il passe souvent un peu sous le radar, parce qu'il arrive toujours avant. Il arrive avant, et au moment où les choses sont vraiment dans la lumière, il est déjà sorti de la pièce, où il a déjà quitté la scène. Et donc, il est le premier investisseur extérieur de Facebook, et ensuite, il va fonder une entreprise qui est une entreprise absolument cruciale, justement, alors notamment dans notre grille de lecture technofasciste, qui est Palantir. Palantir, qui tire son nom du folklore du Seigneur des Anneaux, c'est la pierre qui permet de voir partout, tout le temps. Un Palantir est un outil dangereux, Saruman. Pourquoi aurions-nous peur de l'utiliser? Nous ignorons ce que sont devenues les pierres de vision perdues. Nous ignorons qui d'autre peut voir par elles. Contre le pouvoir du Mordor, il ne peut y avoir de victoire. Il faut nous joindre à lui, Gandalf. Il faut nous rallier à Sauron. Alors, venant de quelqu'un qui, comme beaucoup de gens à l'extrême droite, voue une fascination pour l'œuvre de Tolkien, mais qui, à la différence d'autres forces politiques, est hypnotisé par le Mordor, puisqu'il voit dans le Mordor, donc qui n'est pas le lieu le plus sympathique du Seigneur des Anneaux, le seul espace pleinement technologique. C'est-à-dire que là où il n'y a que du pastoralisme un peu suspect, le Mordor, c'est le lieu du progrès infini. Bon, ça nous renseigne un peu sur son... Oui, ça donne une indication de l'ambiance. Voilà, ça donne une indication de l'ambiance. L'ambiance est assez sombre. Et Palantir, en fait, quand il crée l'entreprise après les attentats du 11 septembre 2001, l'idée, c'est que les services de renseignement ont failli à leur mission. Ils n'ont pas su protéger les États-Unis, ils n'ont pas su identifier la menace. Et donc, il faut confier à une entreprise privée cette fonction cruciale de débusquer les ennemis civilisationnels
des États-Unis. D'ailleurs, quelques années plus tard, un internaute un peu taquin lui demandera « Mais est-ce que Palantir est une filiale de la CIA ?» parce que l'entreprise a bénéficié au début d'un financement du fonds d'investissement qui s'appelle In-Q-Tel de la CIA. Et il répondra Peter Thiel répondra « Non, c'est la CIA qui est une filiale de Palantir. » Ce qui là aussi donne une assez bonne indication de la façon dont il situe le rôle de ces entreprises qui ont vocation en fait à remplacer l'État. C'est-à-dire que Palantir aujourd'hui, c'est une théorie de l'État. C'est quand Palantir est, comme c'est le cas maintenant, la cheville ouvrière ou algorithmique de la politique de déportation ou d'expulsion des immigrés de Trump. Donc, c'est-à-dire quand l'IC, la fameuse avec les types cagoulés qu'on voit rafler des gens devant leurs enfants à la sortie de leur travail, etc. En fait, c'est permis par les logiciels de Palantir. Et c'est pas seulement une délégation technique, c'est-à-dire que dans l'idée de Peter Thiel et d'Alex Karp qui aujourd'hui dirige l'entreprise, il y a cette idée que Palantir incarne l'État tel qu'il devrait fonctionner. C'est-à-dire le rôle de l'État devrait se borner à ça et devrait fonctionner de cette manière, c'est-à-dire de manière algorithmique, arbitraire, efficace, parce qu'il y a quand même cette idée de quelque chose qui fonctionne de manière fluide. Et donc toutes ces aventures entrepreneuriales nous renseignent sur son pédigré politique. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, c'est-à-dire qu'il a publié de la doctrine, il a publié des textes qui nous renseignent sur ses sources idéologiques. Il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle « L'éducation d'un libertarien », où il a cette fameuse phrase qu'on ressort à chaque fois, qui est « Je ne pense pas que la liberté et la démocratie soient compatibles ». Là aussi, l'ambiance est donnée. Mais c'est pas le seul. Il a écrit un autre texte qui s'appelle « Le moment straussien », en référence à un philosophe qui l'a beaucoup influencé, qui s'appelle Léo Strauss, qui est un penseur du déclin de la modernité. Donc on retrouve là aussi les éléments dont je parlais au début. Et donc pendant longtemps, il était cette personnalité un peu bizarroïde dans la Silicon Valley, où c'était l'argentier conservateur, rallié très tôt à Trump, c'est-à-dire que dès 2016, il va à la convention républicaine et il brise deux tabous à la fois. Il dit « Je suis Peter Thiel, je suis gay et je suis républicain ». Et sauf qu'aujourd'hui, ce qui était la position minoritaire en 2016, est devenu le centre de gravité. Et tous les patrons de la tech, tous les milliardaires de la tech ont rallié, alors pour des raisons diverses, pas toujours par adhésion idéologique totale, il y aurait des nuances à apporter, mais en tout cas, il est revenu complètement au centre du jeu. Et ce qui a achevé de le placer complètement au centre du jeu, c'est que je disais que ces investissements dans les entreprises et dans les startups devait être lu comme un manifeste politique, mais il s'est aussi investi, et il a investi financièrement, dans des candidats politiques. Le plus connu d'entre eux étant J.D. Vance, qui est l'un de ses anciens salariés, qu'il a financé lors de sa campagne pour les élections de mi-mandat en 2022, et qui aujourd'hui est le vice-président très puissant et annoncé comme un successeur potentiel de Donald Trump. Donc celui qui est vraiment proche durablement de la Maison-Blanche, bien plus qu'un Musk qui peut se fâcher, comme ça a été le cas avec Trump, c'est Peter Thiel. Et ils sont quelques-uns comme ça à être des personnalités importantes dans cette construction de cette idéologie technofasciste. Alors justement, sur l'idéologie en elle-même, on a l'impression, et quand on lit le livre que tu co-signes, Olivier, cette impression elle est renforcée, qu'il y a certes des invariants, des points de convergence, mais que c'est aussi une espèce de grand mélange. Alors moi, ça m'a fait penser à ce que Umberto Eco disait sur le fascisme, disant que c'était un totalitarisme flou, un totalitarisme fuzzy. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a tous ces points de convergence que tu as listés, mais il y a aussi plein de mouvements des fois contradictoires au sein de cette grosse marmite technofasciste. Oui, complètement, mais parce que dedans, encore une fois, quand on retrouve des gens qui viennent de chapelles politiques qui sont très différentes, voire opposées. C'est-à-dire qu'on va retrouver des national-conservateurs, on va trouver des gens très religieux, on va trouver des libertariens qui ont fait leur mue réactionnaire. Tous n'entretiennent pas du tout le même rapport au futur, le même rapport à la technologie, le même rapport à la mort, le même rapport à la politique, à l'État, mais ce qui les unit, au moins momentanément, c'est une haine farouche de la démocratie. C'est-à-dire que pour toutes ces forces politiques-là, qui sont, à mon avis, unies, c'est-à-dire que le technofascisme agit comme une forme de glu, un peu, de colle,
Ce qui les unit, c'est cette détestation de la démocratie qui est un objet politique à dépasser. C'est-à-dire que c'est le logiciel obsolète. Et en fait, ça peut être lu à la fois avec un logiciel totalement contre-révolutionnaire, voilà, depuis la Révolution française, des forces contre-révolutionnaires qui, comme Joseph de Maistre, pensent qu'il faut revenir à un ordre absolu, monarchique, etc. Qu'il faut abattre l'idéologie des Lumières. Et ça, c'est des mouvements qui sont très anciens et qui n'ont pas attendu la technologie du XXIe siècle. Mais à côté de ça, on a des itérations beaucoup plus récentes qui, tout en étant nourries de ces idées-là, l'actualisent en ajoutant notamment cette couche technologique, la technologie devant être l'un des moyens qui va permettre de dépasser ce modèle démocratique. Mais la haine de la démocratie, la haine de l'égalitarisme sont quand même les éléments qui unissent toutes ces forces politiques, qui les fonctionnalisent pour l'instant. Mais il y a évidemment des frictions. C'est-à-dire qu'entre des transhumanistes qui rêvent de créer des États au milieu de nulle part, ou en allant coloniser des pays à la souveraineté fragile, et qui du coup se vivent comme des espèces d'élites apatrides, et qu'à côté on a la droite la plus conservatrice qui ne pense qu'à l'État-nation, la pureté de la race sur un territoire donné, etc. Enfin, et un rapport quand même aussi à la transcendance qui est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'entre ceux qui pensent que la transcendance c'est par l'IA et on va augmenter l'humain et c'est le transhumanisme, et ceux qui pensent que la transcendance c'est par Dieu, bon, à un moment, ces gens-là sont quand même voués à se taper un peu sur la tronche, quoi. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Un mec comme J.D. Vance incarne très bien, d'ailleurs, cette cohabitation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle à la fois le langage du capital risque, il a travaillé dans cette branche-là pour Peter Thiel, et dans le même temps, c'est quelqu'un qui parle le langage religieux, puisque c'est un converti récent, là aussi, conversion qu'il doit en partie, mais pas uniquement, à Peter Thiel, et qui, après l'assassinat de Charlie Kirk, en enregistrant un épisode de son émission depuis son bureau, cite la Bible, en disant « il faut revêtir l'armure de Dieu, gravir la montagne de la vérité », etc. Donc en fait, il est capable de parler ces deux langages. Et aujourd'hui, on entend aux États-Unis des fonds de capital risque, ou des représentants de fonds de capital risque, par exemple chez Andreessen Horowitz, qui est l'un des plus gros et dont le patron est lui aussi rallié à Trump, Marc Andreessen, qui nous explique que, en gros, investir en capital risque dans des startups américaines, c'est faire l'œuvre de Dieu sur Terre. Donc on voit que ça peut fonctionner. Après, combien de temps ça peut tenir dans une stratégie de conquête du pouvoir, ça va. Dans une stratégie de consolidation, ça va être une autre musique. Il y a justement cette dimension, enfin tu mentionnais la dimension religieuse, on la retrouve dans le titre d'ailleurs du livre, Apocalypse Nerd, donc les nerds de l'apocalypse. Il y a vraiment cette dimension biblique de la démarche qui revient beaucoup. Et il y a un personnage là-dedans qui, à ce titre, est assez fascinant, c'est Curtis Yarvin. Alors, pour le coup, lui, il est beaucoup moins influent financièrement que les autres qu'on a cités. Par contre, il est très influent idéologiquement, même si, alors pour avoir essayé par exemple, ce qu'il écrit est à peine compréhensible parfois. C'est-à-dire que c'est un espèce de salmigondi crypto-religieux. C'est logoréique. Ah, c'est terrible à lire, c'est vraiment effrayant. Et c'est pas uniquement la barrière de la langue. Mais qu'est-ce qui fait que ce type... Alors déjà, qui est-il ce type ? Et qu'est-ce qui fait qu'il a une telle aura dans ces milieux-là ? Alors Curtis Yarvin, il est intéressant à plusieurs égards. C'est-à-dire que c'est à la fois un peu l'autorité intellectuelle, le philosophe organique de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'en gros, lui, c'est un ingénieur informatique qui blogue et qui, à partir du milieu des années 2000, à partir de 2007, en fait, est l'un des fondateurs de la néo-réaction. C'est-à-dire que ce mouvement néo-réactionnaire, des Lumières sombres, il en est l'un des principaux artisans via son blog. Donc au début, c'est un blogueur confidentiel, sous pseudonyme d'ailleurs, puisque son pseudo c'est Mencius Moldbug, ça fait, on dirait un personnage d'Harry Potter, un peu, un personnage un peu sournois d'Harry Potter, ça fait un peu cette idée-là. Et progressivement, en fait, il va arriver, ou ses écrits vont arriver jusqu'à des personnalités influentes de la Silicon Valley, dont un Peter Thiel. C'est-à-dire que ça devient l'intellectuel de ce qu'on appelle le Thielverse, donc le Thiel World, l'univers autour de Peter Thiel, parce que Peter Thiel, c'est intéressant, c'est pas seulement lui, c'est aussi tout un écosystème qui gravite autour. Par exemple, depuis 15 ans maintenant, il a une bourse qui s'appelle le Thiel Fellowship, où il donne $100 000 à des étudiants pour qu'ils abandonnent leurs études et fondent une entreprise. L'entreprise étant vue comme le lieu du politique, mais au sens schmittien du terme, voilà, c'est le lieu du politique contre la politique, de la délibération, des institutions, de la démocratie, des élections, etc. Et donc ça va être par l'entreprise qu'on va justement dépasser ce modèle démocratique obsolète. Et donc
évidemment, autour de Peter Thiel, il y a beaucoup de gens qui sont très influencés par lui, qui le lisent, qui l'écoutent, etc. Et le type qui va lui susurrer à l'oreille de Peter Thiel devient de fait quelqu'un d'incontournable et d'important. Alors il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui l'administration Trump applique un programme qui serait dicté par Curtis Yarvin, mais force est de constater que tout un tas d'idées qu'il a jetées en l'air, de manière assez anarchique on va dire, se retrouvent dans l'exercice du pouvoir actuel. C'est-à-dire que Curtis Yarvin, depuis des années, donc lui il est néo-monarchiste, grosso modo c'est cette idée qu'il faudrait un PDG des États-Unis et qu'il faudrait diriger les États comme on dirige une entreprise. Mais par exemple, on l'a vu, voilà des exemples que je trouve les plus frappants. On peut en citer 2. Allez. Le premier, c'est qu'il a forgé un acronyme qui s'appelle RAGE, donc Retire All Government Employees, virer tous les employés fédéraux. Ce qui est exactement ce qu'a essayé de faire l'administration Trump avec Musk, avec le département de l'efficacité gouvernementale, dont la mission était précisément celle-ci. Et le deuxième exemple, c'est que après le 7 octobre 2023, il a élaboré cette idée d'un Gaza Inc., donc Gaza Incorporated, donc toujours cette idée que voilà, on n'est plus face à un État. Bon, en plus à Gaza, il n'y a pas d'État souverain, comme ça c'est réglé, mais on est face à une entité commerciale. Et donc il proposait, à l'époque, d'indemniser les Palestiniens en leur donnant des actions de Gaza Inc., mais pour qu'ils aillent vivre ailleurs. C'est-à-dire c'est la Nakba, mais avec un token ou un chèque à la clé. Aujourd'hui, quand on voit le plan de Trump pour Gaza, qu'est-ce que c'est si c'est pas la matérialisation de ce qu'échafaudait Curtis Yarvin. Alors, il ne s'agit pas de dire, là, encore une fois, que c'est Curtis Yarvin qui, tel Rasputin, lui a susurré à l'oreille, mais force est de constater que ces idées-là, aujourd'hui, infusent vraiment dans l'exercice du pouvoir américain. Et là où il est assez crucial aussi, Yarvin, et on revient sur cette idée du technofascisme comme mode de circulation des idées, c'est-à-dire que tu disais qu'il était incompréhensible, logoréique, etc., mais j'ai envie de dire que c'est fait exprès. C'est-à-dire que l'idée de Yarvin, à l'inverse de ce qu'a fait l'alt-right dans le premier mandat de Trump, qui était un mandat national populiste, c'était Bannon. Bannon inondait la zone de merde. Yarvin, ça n'a jamais été inonder la zone de merde. Ça a été rester délibérément sous la surface, sous le radar. On n'élabore surtout pas de doctrine unifiée, parce qu'évidemment, si on arrive avec notre doctrine néofasciste, en fait, on va rencontrer une résistance de ce que lui appelle la cathédrale. La cathédrale, c'est l'ensemble des institutions progressistes ou vues comme telles, donc les grands médias, les campus universitaires, qui sont les élites à démanteler pour installer des contre-élites à la place. Mais dans cette idée d'installer des contre-élites, l'idée d'Yarvin a toujours été d'éduquer une toute petite minorité, et quelle meilleure minorité pour ça que les patrons de la tech, qui ont une influence considérable, a fortiori aux États-Unis, où les campagnes politiques sont ultra financiarisées, et où c'est quand même l'argent qui fait les élections. Donc, quand ces personnalités les plus riches de la planète financent des candidats, en fait, de fait, elles ont un accès direct au pouvoir. Et donc, il a travaillé à l'éducation ou à la mue intellectuelle de ces personnalités-là. Et c'est pour ça qu'il a toujours fui la forme livre ou les formes traditionnelles de constitution du savoir. Et tout ça a circulé dans des newsletters, sur des blogs, dans des podcasts. Et ça s'est propagé de cette façon-là, ce qui explique aussi ce que tu pointais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce d'incohérence de façade est aussi liée à la façon dont s'est forgée cette idéologie, qui est née dans les marges, s'est propagée dans les marges, et du coup a suivi des itinéraires qui étaient des itinéraires un peu biscornus, quoi. Et on suivra évidemment de près la façon dont cette nébuleuse technofasciste se maintient et continue d'influencer l'exercice très particulier du pouvoir de Trump. Merci à Olivier Tesquet pour ses réponses. Je rappelle le titre du livre qu'il co-signe avec Nastasia Hadjadji, Apocalypse Nerds. C'est paru aux éditions Divergence, une maison hautement recommandable s'il en est. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Jude Rigaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.